Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire des crêpes, car c'est la Chandeleur. J'ai l'impression d'avaler de la pâte à crêpes. Pourquoi fait-on des crêpes à la Chandeleur? Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Après une légende, réussir à faire sauter une crêpe de la main droite en tenant une pièce d'or de la main gauche porte bonheur. Arrêtez vos conneries, patron. C'est pas Mardi Gras, c'est lundi gras, c'est ça? C'est ça. Maud, on va faire des crêpes. Mais oui, en France, on a encore des raisons d'être heureux. Alors, bonjour Maud Koffler. Bonjour Perico Légas. Merci d'être à ma gauche bienveillante. Merci à Julien Delmas d'avoir passé un bon week-end. Il est pimpant, vous pouvez pas imaginer. Je sais pas ce qu'il va nous faire, ça va encore être l'émission nucléaire. Julien Delmas qui est aux commandes et puis Emmanuel Galasso, là, sous la surveillance d'Elvin. Ils sont là tous les deux au début d'émission, j'ai l'impression d'être surveillé. J'espère que j'ai fait des progrès. Emmanuel Galasso attend vos appels au 0826 300 300 et comme je vous le dis à chaque fois, je pense que vous aurez des bonnes raisons d'appeler Sud Radio pour faire part de votre avis ou poser des questions à nos invités et intervenants. Êtes-vous fier d'être français? Bon, aujourd'hui, avec ce qu'on entend, on pourrait se poser la question. Eh bien, figurez-vous que oui, une majorité de Français est fière de la France, fière d'être français. On va décrypter cette étude faite par le laboratoire d'IT Destin commun, qui a été publié par le site Grand Occident. Et on en parlera avec un expert du bonheur d'être français, qui est Arnaud Benedetti, le célèbre politologue qui vient très souvent sur Sud Radio, et par ailleurs directeur de la nouvelle revue Politique. On va écouter le cri de détresse d'un grand cuisinier français, Michel Trama, cuisinier chef de l'Aubergade à Puymirol, qui a été obligé de fermer parce que son installation de gaz n'est pas aux normes. Et on s'en est rendu compte. L'installateur qui lui a dit tout va bien et tout le monde lui a dit rien. Au bout de 21 ans, on lui dit non, c'est pas aux normes, on peut plus vous donner de gaz. Et donc, de fil en aiguille, on expliquera avec lui. Il sera avec Michel Trama, sera accompagné d'Adrien Pedrazzi, qui est le président de l'UMI, l'Union des professionnels des métiers de l'industrie hôtelière du Lot-et-Garonne. Et puis, on sait que la dénatalité fait qu'il y aura de plus en plus de vieux, de moins en moins de jeunes. On s'est dit, mais heureux comme un vieux en France, eh bien, pas du tout. C'est un secteur de notre population qui est frappé par le chagrin, par la souffrance, par l'abandon. C'est presque indigne de la France d'avoir des vieux dans cette situation. Et on en discutera avec Yann Lanier, qui est tout simplement le délégué général des Petits Frères des Pauvres, cette organisation caritative qui vient au secours des personnes âgées et des vieux qui sont dans la détresse. On parlera de ce maire, monsieur Olivier Bourgeot, maire de Chessy, qui s'obstine. Il est condamné à 500 € d'astreinte par jour s'il ne marie pas cet étranger sous OQTF. Le tribunal judiciaire de Meaux l'a condamné, on va payer cette somme, mais il tient tête. Une fraude à la carte de transport avec l'identité d'un jeune adolescent qui a été tué le 14 juillet 2016 lors de l'attentat de Nice. Quelqu'un a utilisé sa carte pour faire des billets pour prendre le RER. 2 animatrices d'activités périscolaires ont été suspendues après la diffusion des révélations de Cache Investigation, vous savez, ce documentaire. Voilà. Et puis vous, ma chère Maude, vous nous parlerez... une fois de plus, on va dire un mot sur le racisme anti-blanc. Mais vous allez voir, c'est assez rigolo. L'histoire est drôle. Et puis, alors est-ce que vous avez acheté le mouchoir de Pierre Ninet? Alors non, je n'ai pas les moyens d'acheter le mouchoir. 100 000 €. Parce que moi, je me mouve de temps en temps, mais est-ce qu'on pourrait peut-être... On peut tenter, oui, mais vous savez que certains ont tenté et que, curieusement, ça a marché aussi. Bon. Pas 100 000, mais au moins 1000. Donc, si c'est que le mouchoir, ça peut aller. Allez, à tout de suite au 0826 300 300. J'ai besoin d'avoir votre avis. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Alors mon humeur porte sur cette scène surréaliste qui a été largement défrayée sur la chronique. On a vu une pièce de théâtre, une scène où les jeunes s'entraînent et on a vu un jeune homme faire ce qu'on appelle une piñata, c'est-à-dire s'acharner avec un bâton sur la reconstitution en carton ou en bois d'une voiture de police, et on voit ce jeune frapper, et on considère que ça c'est un acte d'éducation, un acte d'émancipation, un acte d'expression, peut-être culturel. La scène évidemment nous a, au-delà du traumatisme, nous a indignés, nous a scandalisés, parce que ce jeune homme avec son bâton, sa grande batte, quand il tape sur cette voiture de police, il tape pas sur une voiture de flic où il y a un rayon bleu, blanc, rouge. Il tape sur la France, il tape sur la République,
il tape sur la démocratie, mais c'est aussi absurde que si on le voyait taper sur une voiture de pompiers ou sur une ambulance. J'ai tenu à faire mon humeur d'aujourd'hui parce que cette scène, alors je n'aime pas faire référence trop souvent à ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle le point Godwin, mais là il y a quand même une corrélation de cette scène où on voyait des SA, des chemises brunes, qui, entre 33 et 39 en Allemagne, taper sur des magasins, des boutiques de juifs, casser les vitrines, briser. C'était pas sur des magasins de juifs seulement qu'ils tapaient. Ils tapaient sur l'humanité. Ils tapaient sur des gens qui, parce qu'ils étaient nés juifs, méritaient qu'on leur casse leur boutique et qu'on brûle leur maison et qu'on les tue. Et là, ce jeune homme qui tape sur la voiture. Mais qui nous dira demain que à cause de Betaram, on a mis une cathédrale, une église, et il a cassé une église en carton. Et puis sous prétexte, je sais pas, qu'il y a eu que l'armée a fait une erreur, on va casser un symbole militaire, et puis on va casser la statue de Marianne parce que la République, peut-être qu'elle a fait des erreurs, donc on va casser la statue de Marianne. Donc on donne l'occasion à des jeunes de détruire des institutions, des valeurs, notre raison d'être. Voilà, je suis absolument horrifié par cette scène. Je me permets de faire la corrélation. C'est sur la France que l'on tapait. J'en veux beaucoup moins à ce jeune adolescent avec son bâton qui tapait sur la bagnole de flics. Les flics, c'est des gens, quand on a besoin d'eux, les policiers de la République, ils sont là pour nous protéger. Alors, est-ce qu'il y a eu quelquefois des erreurs chez la police? Oui, il y a aussi des erreurs médicales. On va pas casser une image de l'hôpital. Et puis, il y en a peut-être eu chez les journalistes. On va pas casser une radio parce que quelquefois, il nous est arrivé de nous tromper. Voilà. J'en veux beaucoup plus à ceux qui ont conçu cette prestation, cette espèce d'animation. Et j'en veux encore plus à ceux qui ne disent rien, comme disait Einstein. Le monde ne souffre pas de ceux qui font le mal, mais de ceux qui savent et qui ne disent rien. Voilà mon humeur du jour. Autre indignation que vous allez partager dans un instant, Perico, c'est la fermeture de l'Aubergade après 47 années d'activité pour une raison surréaliste. On en parle dans un instant avec son patron. Restez bien avec nous, 0826 300 300 pour réagir en direct sur Sud Radio. On vous donne la parole. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Après 47 années d'activité, l'Aubergade, la table emblématique de Puymirol dans le Lot-et-Garonne, a définitivement fermé ses portes à cause, tenez-vous bien, d'une installation de gaz déclarée soudainement non conforme en 2020. Après 19 ans de contrôle validé, une aberration et surtout une grande injustice dont nous allons parler aujourd'hui avec le patron de l'Aubergade, le chef étoilé Michel Trama, et Adrien Pedradi, président départemental de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour Michel Trama. Bonjour Monsieur Degas. Bonjour Adrien Pedrazzi, merci d'être à l'antenne sur Sud Radio pour raconter cette aberration. Je tiens à nous préciser à nos éditeurs que lorsque j'ai eu cette information comme quoi l'Aubergade à Puymirol allait fermer pour cause de non-conformité d'installation de gaz, j'ai pas eu du mal à le croire, mais je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Je suis venu moi-même vendredi dernier, j'ai pris le TGV de Paris jusqu'à Agen et Puymirol pour venir assister à votre conférence de presse où vous racontiez l'un et l'autre d'ailleurs les détails de cette aberrante situation. Michel Trama, je vous ai vu pleurer, je vous ai vu arrêter votre démonstration et c'est Adrien qui a pris la suite. Je repositionne les faits. Vous êtes le chef patron de l'Aubergade, qui est une institution culinaire française. Vous êtes un cuisinier, je sais que vous n'avez pas qu'on dise ça, vous êtes de la lignée des grands chefs français qui ont fait l'histoire de la cuisine française depuis 50 ans, de la trempe d'un Bocuse, d'un Robuchon. Aujourd'hui, il reste évidemment Alain Ducasse, Georges Blanc, Michel, votre mentor, votre père spirituel était à Eugénie-les-Bains, Michel Guérard qui est décédé. Voilà, vous êtes de ces lignées des grands cuisiniers qui ont fait l'histoire de la France. Vous aviez à Puymirol, dans cette petit village perché au fin fond du Lot-et-Garonne en Gascogne, vous aviez ouvert l'Aubergade, qui est devenu un écrin, un endroit où on venait du monde entier. 47 ans de travail, de passion pour votre métier, pour les produits, pour le terroir. Vous êtes un cuisinier de cette trempe. Vous vénérez le produit, vous vénérez la nature, la saison. Et puis
vous aviez une très très belle installation, du beau matériel, une Molteni, et un jour, la société Primagaz qui vous fournit le gaz depuis 20 ans, qui participe à l'installation de tout ça, vous dit, c'est plus aux normes, je peux plus vous livrer. Et là, catastrophe, donc vous débrouillez comme vous pouvez en mettant des plaques à induction sur la cuisinière. Enfin, tout ça est aberrant. Michel Trama, l'Aubergade, en 2 mots, c'était quoi l'Aubergade? C'est un sanctuaire, c'est une passion? Alors, l'Aubergade, ça a été ouvert en 79, 87, l'hôtel, Relais Château, l'an 2000, les grandes tables du monde. Je pense qu'on a eu toutes les plus grandes promotions qu'un restaurateur puisse avait espéré. Alors on a la gastronomie française. Oui. Grâce à mes collaborateurs, grâce à mes fournisseurs. On a un petit problème de connexion, Michel Trama, on va vous récupérer dans un petit instant. Oui, on va faire que du téléphonique. Oui, alors on est par téléphone justement. Donc voilà, non, Michel Trama nous expliquait l'Aubergade à Puy-Mirol, c'est une institution culinaire, un hôtel-restaurant bien sûr, et surtout Michel Trama défendait les valeurs de la cuisine française, j'allais dire celle du terroir, de la géographie, de la saison, très grand cuisinier, concepteur, inventeur, voilà, de cette grande lignée. Aujourd'hui, la cuisine française a un peu évolué, elle s'est un petit peu mondialisée, lui était resté sur des bases très fondamentales, et tout d'un coup, il apprend en 2020 que l'installation de gaz qui a été mise en place par la société Primagaz, puisqu'il a une très belle Molteni, la Molteni, ce qu'on appelle ça un piano, et ben tout ça n'est plus conforme, il faut arrêter l'activité. Michel Trama, vous êtes revenu avec nous? J'espère, oui. Voilà, non, je vous entends très bien. Donc, dites-moi, c'est quoi votre passion de cuisinier? L'Aubergade, c'était quoi comme institution? Bon, on va envoyer, je vous propose d'envoyer la publicité, Perico, en attendant de recapter avec Michel Trama. On a un petit problème de connexion. Restez bien avec nous. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états. Les perles du jour. Nous sommes en train de rétablir la liaison avec Michel Trama et Adrien Pedrazzi à Puy-Mirol. Oui, comme c'est un peu un endroit excentré, donc on a des problèmes techniques, mais on va arriver parce que le témoignage de Michel Trama et du président de l'UMI est très important pour cette affaire. Donc, cher Maud, nous allons inverser. On va faire les perles. Aux perles, et on va parler d'Olivier Bourgeot, le maire de Chécy, dont vous avez souvent entendu parler à cette antenne, en Seine-et-Marne. Il refuse de marier un homme sous OQTF. Il persiste malgré les pressions de la justice. Voilà, donc il a été sommé par le tribunal de procéder à ce mariage d'un OQTF. C'est le même cas de figure que Robert Ménard à Béziers. Les maires partent du principe que un ressortissant étranger sous OQTF obligation de quitter le territoire français n'a donc, j'allais dire, aucune activité civile, judiciaire ou administrative à exercer sur le territoire de la République française, puisqu'il ne doit pas s'y trouver et qu'il est expulsable. Or, il demande l'application du droit au mariage, qui est un droit civil établi par la République française pour les gens qui sont en totale régularité de situation. Et Olivier Bourgeot a raison de dire non. Au nom de la République, au nom des valeurs institutionnelles, je ne peux pas accorder les liens du mariage qui sont des liens de la République à quelqu'un qui ne devrait pas s'y trouver et qui a été expulsé parce qu'il n'a pas respecté la loi. Eh bien, le tribunal judiciaire de Meaux a considéré que ce maire faisait un acte de résistance inacceptable et l'a condamné à 500 € d'astreinte, à une amende de 500 € par jour, tant qu'il s'obstinera. Qui peut monter, une amende qui peut augmenter. Tant qu'il s'obstinera à respecter la loi. Je suis désolé, c'est ubuesque. Là, il y a un tribunal judiciaire qui, pour des raisons qui sont les siennes et que je respecte institutionnellement, décide qu'un maire qui applique la loi est passible d'une poursuite tant qu'il ne s'aligne, qu'il ne se soumet pas. Quoi. Ouais, et juste un rappel, en février 2025, Perico, le Sénat avait adopté une proposition de loi interdisant la célébration d'un mariage lorsque l'un des époux séjourne de manière irrégulière sur le territoire français, donc au QTF. Ça a été repris par les députés UDER lors de leur niche parlementaire en juin 2025, sauf que la proposition n'est pas passée aux voix. N'a pas été soumise aux voix. Donc en fait, c'est toujours en attente. Enfin, par principe. Adopté par le Sénat, pas encore par l'Assemblée. OQTF, ça veut dire quelque chose. Obligation de quitter le territoire français, ça veut dire que t'as rien à y foutre. Voilà, tu n'as plus y être. Et là, on dit, oui, mais avant de partir, je voudrais me marier.
Et ce qui ouvre en plus le droit à donc d'autres. Donc là, il y a une appellation. C'est vrai que c'est la faute des législateurs, c'est la faute du gouvernement. On a pris les mains. Enfin, en tout cas, Olivier Barjot, monsieur le maire, vous êtes entre guillemets dans votre droit, et je pense que vous avez le soutien de votre population et des gens qui ont un petit peu la tête sur les épaules. Voilà. Et alors là, c'est une histoire sordide. On apprend que les attentats de Nice ont profité à un usager des transports publics. Absolument. C'est un contrôle dans le RER en région parisienne et le contrevenant produit un document d'identité et le policier qui fait le contrôle se rend compte que cette photo d'identité est celle de Ludovic Rodier. Ludovic Rodier était un jeune adolescent qui se trouvait le 14 juillet 2016 sur la baie des Anges, la promenade de la baie des Anges, pour admirer le feu d'artifice du 14 juillet. Et voilà, il y a un attentat terroriste, ce camionneur fou qui, pour des raisons qui ont été révélées ensuite, a écrasé la foule et au nombre des victimes de cette tragédie abominable. Le petit Ludovic Rodier, 15 ans, a perdu la vie. Et donc, il s'avère que sur Internet, la photo de Ludovic circule comme celle de certains nombres de victimes du terrorisme islamiste. Et cette photo a été récupérée par un personnage un peu scrupuleux et qui s'en servait pour frauder au titre de transport en commun et s'est fait prendre dans le RER. Voilà, ça choque toujours. La tragédie en elle-même est atroce et utiliser, j'allais dire, c'est faire, pour utiliser l'expression populaire un peu violente, c'est faire du fric sur un cadavre. Voilà. Et bon, écoutez, il a été pris. Je pense qu'il sera sanctionné. Mais ça veut dire que l'immoralité, on se dit toujours qu'il y a un seuil qu'on ne franchira pas. Et bien quelquefois, elle est franchie. Le numéro de Cache Investigation consacré aux violences dans le périscolaire, diffusé jeudi dernier sur France 2, a eu des conséquences directes et inquiétantes, Perico. Oui, Maud, vous avez des émissions de télé, des émissions de radio, des révélations de la presse, de certains sites qui aboutissent à des décisions administratives, économiques, politiques. Voilà, ça provoque. Et là, c'est Cache Investigation. On connaît comme son nom l'indique, Cache Investigation, elle enquête. Elle va jusqu'au bout du problème du dossier, elle soulève, et là, effectivement, le Cache Investigation a révélé de façon un peu plus prégnante, parce que c'est une information que l'on sait depuis un certain temps, qu'il y a dans le périscolaire parisien, des comportements qui sont pas conformes à la loi par rapport aux enfants. Et donc, ces deux animatrices d'activités périscolaires ont immédiatement été suspendues. Bien entendu, vous imaginez que la classe politique s'en est emparée dans l'opposition et qu'on demande à la ville de Paris, on est au énième cas, on demande aux autorités municipales de Paris de prendre les dispositions pertinentes et utiles de façon à ce que ce genre de scandale ne se reproduise pas. Et bien là, c'est grâce à Cache Investigation qui quelquefois a pu être controversée. Et parfois ça sert. Nous-mêmes journalistes quelquefois, voilà. En tout cas là, pour le coup, ça a servi à signaler deux comportements inacceptables. Maud. C'est moi. Oui, vous allez nous parler. On va commencer par il y a trop de blancs ou de blanches dans les défilés de mode. Il y a 2 semaines, sur ce même plateau, un chroniqueur expliquait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ce fléau qui touche, d'après les chiffres de l'INSEE, absolument personne. Ce qui nous avait donc permis de rappeler la litanie d'actes et de propos commis au nom du racisme anti-blanc, a commencé par l'assassinat de Thomas Crépol il y a bientôt 3 ans. Je rappelle que l'enquête avait permis de rapporter les propos des assaillants. On est là pour planter du blanc. Et ce week-end, que n'avons-nous pas été surpris de constater que même les invités de Quotidien le prouvent, le racisme anti-blanc existe. La preuve, il y en a trop. C'est quand même scandaleux en 2026 de faire un défilé où il y a absolument que des blancs. Je pense que c'est même pas un hasard, c'est littéralement ils affirment leur position et c'est le fascisme qui est de retour comme partout et là ça s'infiltre dans la mode, je trouve ça scandaleux. L'influenceur Lias déplore l'omniprésence de mannequins blancs au défilé de mode, tout comme le trompettiste Ibrahim Malouf en 2021 qui estimait qu'il y avait trop de blancs dans l'orchestre de Vienne. Alors du coup je m'étais renseignée au Congo par exemple, Perico, figurez-vous qu'il n'y a pas un blanc parmi les 60 musiciens de l'orchestre symphonique kimbanguiste, et je crois que ça ne choque personne. Et à ceux qui me répondront que ce n'est pas la même chose, si, dire qu'il y a trop de blancs quelque part, c'est du racisme, de même que dire qu'il y a trop de noirs. Cette indignation à géométrie variable naît de la même racine. Alors, je tombe pas des nues, puisque, de fait, je regarde quelquefois les défilés de mode. D'abord, je sais que les maisons de mode, sont très fières d'une diversité.
parce qu'il y a dans toutes les types de physionomie humaine de la beauté. Voilà, elles peuvent être africaines, elles peuvent être nord-africaines, elles peuvent être asiatiques, elles peuvent être européennes. Voilà, c'est la beauté de la femme qui compte pour présenter bon, on est dans un défilé de mode. Hein, il a dû tomber sur un défilé. Non, mais j'ai entendu à un moment, je me souviens au début quand il y avait soit des femmes originaires d'Afrique ou des Antillaises ou asiatiques. Ah, ça y est, on commence à avoir. C'était plutôt le contraire. Voyez, non, au contraire, je pense que ces maisons de mode sont très fières de pouvoir dire qu'elles jouent la diversité, que la mode est un art, est une culture et qu'elle concerne tous les types de morphologie, de beauté. Voilà. Donc aller cibler. D'abord, ça veut dire quoi blanc? Je suis désolé. Les Maghrébins, les Arabes sont blancs. Qu'est-ce qui vous prouve que je suis blanche, Perico? Voilà, vous vous souvenez chez Schneiderman qui était un chef-d'œuvre, et puis les Asiatiques, la couleur jaune, c'est absurde, c'est pas vrai. Voilà. Et on aura l'occasion d'ailleurs de parler du racisme asiatique très bientôt. Bon, voilà, donc l'important c'est la beauté esthétique d'un être humain, sa finesse, son élégance, et voilà. Je ne pense pas que l'on regarde à la pigmentation avant de choisir un défilé de mode. Enfin, voilà. Mais non! Mais hasard de dingue! Alors, le mouchoir de Pierre Ninet. L'objet insolite. Alors, le mouchoir, vous êtes sûr que c'est le mouchoir de Pierre Ninet? Ah oui, alors surtout ne jetez plus vos mouchoirs et sait-on jamais, conservez bien votre PQ usagé. L'objet insolite qui vient dépasser. Je voulais pas moi je vous le dis, les 100 000 euros, Perico, sur eBay, c'est le mouchoir usagé de l'acteur Pierre Ninet. En fait, tout est parti d'une simple blague dans une vidéo. Pierre Ninet est interrogé par un créateur de contenu et devait deviner si oui ou non un mouchoir usagé de l'actrice américaine Scarlett Johansson avait été vendu aux enchères en 2008 pour la somme de $5 300. La réponse étant oui, Pierre Ninet s'est interrogé sur le montant que pourrait atteindre un de ces mouchoirs usagés une fois mis aux enchères, pensant que la somme ne dépasserait pas les 20 euros. Alors ils ont tenté, on voit Pierre Ninet se moucher dans un mouchoir, instantanément photographié, puis mis en ligne sur eBay à 1 euro seulement, sauf qu'en quelques heures, la barre des 65 000 euros a été franchie, puis celle des 90 000 euros dès le deuxième jour. Les enchères ont été bloquées à 100 000 euros le 1er février. Pierre Ninet a précisé que la somme serait reversée à une association. Comme quoi, ma chère Maud, être morveux, c'est pas cher, mais ça peut rapporter gros. Et le nombre, alors c'est beaucoup moins drôle, le nombre d'appels sur la ligne d'écoute destinée aux personnes attirées par des mineurs a triplé en 5 ans. Oui, cette ligne s'appelle Stop, elle existe depuis 5 ans, et donc on suggère aux personnes qui sont sexuellement attirées par les enfants. C'est bien formulé comme ça. Si vous êtes sexuellement attiré ou attiré sexuellement par les enfants, vous appelez cette ligne Stop, et puis vous vous confiez. On va vous aider. Je rappelle qu'il y a chaque année 160 000 enfants qui sont agressés sexuellement. Et puis on appelle. Et le résultat est assez édifiant. On a 4500 adultes appellent, dont 90% d'hommes. Il y a quand même 10% de femmes. Voilà. La statistique est... Alors, l'organisme est là pour ça, pour montrer. Mais enfin bon, on est quand même assez édifié par le fait qu'il y a quand même 4500 personnes, dont 90% de mecs, qui appellent pour dire qu'ils sont sexuellement attirés par les enfants. Vous allez me dire, vaut mieux le dire, le signaler et se soigner que de ne pas le dire et de passer à l'acte. Mais enfin bon, écoutez... moi, je vous regarde et je sais que vous n'appelez pas. Vous n'avez pas appelé. Non. Moi non plus, j'ai pas appelé. Non, je suis à Sud Radio, on est tranquille avec ça. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et on repart dans le Lot-et-Garonne où nous rejoignons nos deux invités, Perico. Michel Trama, vous nous écoutez, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bon, parfait, la liaison est très bonne et Adrien Pedrazzi est à côté de vous. Je reprends rapidement la situation. Vous êtes le patron, chef patron de l'Aubergade à Puymirol dans le Lot-et-Garonne, une très belle maison, grande institution française. Vous comptez au nombre des grands cuisiniers français, de la trempe des Bocuse, des Robuchon, des Michel Guérard. Et là, vous êtes frappé par, j'allais dire, une incongruité, même pas administrative, de vos fonctionnaires, de votre fournisseur de gaz, Primagaz, et vous êtes obligé d'arrêter vos activités. Je vous demandais ce qu'était l'Aubergade, que vous m'en parliez, votre passion de cuisinier depuis 47 ans. C'est quoi ce qui vous fait vibrer dans la cuisine, dans la profession ? Alors déjà, on est arrivé on a commencé le restaurant l'Aubergade en début 1979. En 87, on rachète un bâtiment à côté et on fait 10 chambres qui rentrent dans les relais châteaux. L'an 2000, les grandes tables du monde. Voilà. Et on est arrivé dans ce sud-ouest et pourquoi avoir eu toutes ces grandes promotions, les plus grandes promotions, c'est grâce à mon épouse qui a été le ciment de cette affaire, une grande dame de la gastronomie française aujourd'hui. Ensuite, c'est grâce à
nos collaborateurs, grâce à nos fournisseurs et surtout grâce à cette nature du Sud-Ouest qui a été pour moi une révélation. J'ai trouvé les... Où est Puy-Mirol? Situez-moi Puy-Mirol. C'est à Agen, à côté d'Agen. Vous avez une formule que vous m'avez dite l'autre jour pendant la conférence de presse. Vous dites Puy-Mirol, c'est... Oui, vous savez, tout le monde connaît le trou du cul du monde. Oui. Eh bien, Puy-Mirol, c'est le village un peu plus loin encore. Donc vraiment, voilà. on est dans la campagne excentrée. C'est un village perché sur une colline à quelques kilomètres d'Agen. Et vous aviez ouvert cette maison, l'Aubergat, dans une maison historique, où venaient les comtes de Toulouse. Et là, vous avez exercé votre passion pendant 47 ans au service de la cuisine, du terroir, avec les paysans, les fournisseurs, voilà. Et tout d'un coup, la société Primagaz qui installe votre cuisinière, c'est une Molteni que vous avez fait sur mesure. À un moment donné, il faut transférer la cuve de gaz, et on vous dit il faut changer d'endroit. Et d'ailleurs, vous suggérez vous-même en disant mais si c'est compliqué, je vais passer par une grosse cuisinière électrique. Et les gens de Primagaz vous disent non, monsieur Trama, ne vous inquiétez pas, on va vous faire l'installation dans la cour pavée qui est la cour de la salle à manger. On va la mettre en sous-sol et vous aurez votre installation pour pouvoir faire fonctionner votre cuisinière Molteni. Ça marche pendant 19 ans. Tous les ans, on vous certifie que tout est aux normes. Les livraisons arrivent sans aucun problème. Et puis, au bout de la 19e année, un jour, Primagaz vous dit, on arrête la livraison de gaz. On vous coupe le gaz, pour utiliser l'expression, parce que c'est pas conforme. C'est exactement ça qui s'est passé. Exactement. Ça a été conforme pendant 19 ans. Et d'un seul coup, en 2020, on me dit, citerne enterrée, alors c'était sur les conseils de représentants de Primagaz qui m'avait dit on va s'occuper, comme ils disent, Primagaz s'occupe de tout de A à Z. Donc ils ont enterré une cuve dans le cloître et pendant 19 ans c'était conforme. En 2020 on nous dit citerne enterrée non conforme, et en 2020 subitement, sans nous prévenir, on nous coupe le gaz. C'est-à-dire qu'en 2021, il a fallu trouver une solution d'urgence, mettre des plaques induction avec 2 fours en moins, une baisse de production, restreindre en saison les clients. Nous avons tenu autant que possible. Mais cette situation a fragilisé l'entreprise. Oui, plus le Covid qui est passé par là, une petite récession des établissements de votre niveau qui effectivement, parce que c'est Puy-Mirol et que c'était centré moins de monde, total, vous êtes obligé aujourd'hui de cesser l'activité. Je vais demander à Adrien Pedrazzi d'intervenir. Adrien Pedrazzi, on voit bien que le fournisseur de gaz, tout d'un coup, j'ai vu la conférence de presse, j'ai vu le document d'expertise. L'expert dit bien que monsieur Trama était pas informé, enfin que tout avait été certifié. Est-ce que vous pensez, Adrien Pedrazzi, que la société Primagaz tout d'un coup s'est rendu compte de façon hallucinante que l'installation n'était pas aux normes alors qu'elle le croyait ou qu'elle faisait semblant d'y croire, et tout d'un coup il ferme le gaz? C'est surréaliste comme situation. C'est complètement surréaliste, et de surcroît, les exploitants qui font confiance à des installations qui sont validées, comme vous avez très bien dit tout à l'heure, pendant 19 ans, qui sont inspectées, qui sont certifiées, et parfois on a vu quasiment 2 décennies, et puis tout d'un coup on nous dit c'est plus aux normes, c'est une considération totale de la part de Michel et Marie Strama, et comment se retourner, voilà, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais sans y arriver. Mais Primagaz donne une explication pour ce retournement, donc c'est en 2020, on raconte même, quand on voit que c'était le livreur de Primagaz livrait régulièrement le gaz, puis tout d'un coup il y a un remplacement parce qu'il part à la retraite, un nouveau livreur arrive, et quand il voit l'installation, il dit mais je peux pas remplir la cuve, elle est pas aux normes. C'est stupéfiant. Et là, que répond Primagaz? Il donne une explication sur le fait que pendant 19 ans, il se serait trompé ou qu'il n'aurait pas vu? Tolérance. Ils ont livré par tolérance. C'est le seul message qu'on a de l'expertise qui a été remise, qui a été demandée par le juge. Attendez, par tolérance, si je comprends bien, la société savait qu'on mettait en danger non seulement les clients, le personnel, y compris l'installateur quand il venait livrer, et il se rend compte au bout de 19 ans que c'était dangereux Et dès le premier jour, parce que pendant 19 ans, sur la cuve, il n'y a absolument rien n'a été fait. Rien n'a été touché. Donc on était vraiment dans les mêmes caractéristiques que lorsqu'elle a été posée en 2001. Alors la solution, c'était de mettre la cuve
la redéplacer, soit la sortir de terre, mais si elle était hors du sol, telle que la réglementation le prévoit, du coup, ce cloître, cette salle à manger, cette terrasse devenait inutilisable, donc plus de salle à manger. Sinon, le mettre à l'extérieur, ça veut dire qu'il fallait changer la totalité de l'établissement, ou alors créer avec des petites bouteilles provisoires sur le mur, mais il fallait creuser une porte dans le mur. Et là, c'est l'architecte des bâtiments de France qui a dit non, site classé, on refuse. Bon, Adrien Pedrazzi, vous qui êtes président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière dans Lot-et-Garonne, c'est un cas de figure que vous avez jamais vu, ça, je suppose. C'est la première fois qu'on voit ce cas de figure. C'est pour ça qu'on prend vraiment on accompagne vraiment les traumas dans ce combat. J'ai vu parce que j'étais sur place, l'effondrement de Michel Trama. Pour qu'un homme de 80 ans, il vient d'avoir 80 ans, se mette à pleurer, c'est vraiment qu'il est éprouvé et la sidération est quand même maintenue. Adrien Pedrazzi, c'est dans les mains de la justice, là, pour l'instant, c'est au tribunal de régler? Tout à fait, voilà. C'est la justice maintenant à qui on demande de rendre leur verdict et de voir quels sont à qui incombe tout ce qui s'est passé, voilà, qui est responsable. Voilà, il y a eu un expert qui est venu, mandaté par la Cour d'appel de Versailles, puisque le siège de Primagaz est en région parisienne. Il est venu, il a fait une étude complète, il a bien conclu au fait qu'il y a une aberration, que Michel Trama, ça a été fait à son insu, et qu'il y aura des responsabilités à tirer envers ceux qui ont autorisé depuis 20 ans l'installation de cette gaz non conforme. Heureusement qu'il n'y a pas eu de tragédie, et voilà. Et on espère à Michel Trama qu'il rebondira. Il a un fils, j'espère qu'il rebondira et qu'il aura un avenir pour différent pour le bébé. Tout à l'heure, quand Michel Trama, juste Perico là-dessus, quand Michel Trama disait Pumerol c'est le trou du cul du monde, moi je voyage pas mal par rapport à mon métier et je peux vous dire qu'à chaque fois je disais vous habitez où, je disais à Pumerol, chez Michel Trama. Voilà, donc ça il a trop d'humilité pour dire que c'est un grand monsieur de la gastronomie française. Il a rendu cet endroit célèbre dans le monde. Merci pour votre témoignage l'un et à l'autre. Michel Trama, Adrien Pedrazzi, président de l'UMI. On suit cette affaire de très près, bien entendu. Sud Radio est là pour déblatérer s'il faut continuer à dire ce qu'il en est, la vérité. Ici, on est dans le Parlons Vrai. À bientôt. De plus en plus de personnes âgées meurent seules chez elles. Leurs corps sont parfois retrouvés des années plus tard. Alors c'est assez sordide comme sujet, mais il faut en parler. Et on en parle dans un instant avec Yann Lanier, délégué général des Petits Frères des Pauvres. N'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. 32, c'est le nombre de personnes mortes chez elles seules en 2025, dont le corps est parfois découvert des semaines, des mois ou des années plus tard. Un nombre qui révèle la solitude extrême de nombreux Français. Rappelons aussi que l'association des Petits Frères des Pauvres évalue à 750 000 le nombre de personnes âgées sans liens sociaux. On en parle avec le délégué général des Petits Frères des Pauvres, Yann Lanier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yann Lanier, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui avec nous. Oui, on voit bien que la dénatalité se porte bien en Europe et en France en particulier, que notre population vieillit. J'avais un ami qui disait on ne vieillit pas, on s'assagit ou on mûrit. Et que pour autant, il y a en République française, pays des droits de l'homme, une catégorie sociale. On pense à toutes celles qui sont malheureuses et on oublie les personnes âgées qui sont particulièrement malheureuses, souvent particulièrement maltraités, oubliés, abandonnés, et que sans l'intervention d'organismes caritatifs et humanitaires, tels que Petit Père des Pauvres, parce que dans ma famille, je sais que voilà, c'est une tradition de vous accompagner, et je trouve cette dévotion admirable, Yann Lanier, parce qu'on parle toujours de ceux qui se dévouent pour les autres qui sont en souffrance par rapport aux conflits internationaux, aux populations immigrées, et nos personnes âgées ont besoin de secours. En un mot, on est sur le Parlons Vrai, Yann Lanier. La situation de certaines personnes âgées en France est aberrante et scandaleuse ou non, à vos yeux? Bonjour Perico, oui bien sûr, vous avez rappelé nos chiffres en introduction. Le rapport des Petits Frères des Pauvres d'octobre dernier comptait 750 000 personnes de plus de 60 ans de notre pays en situation de mort sociale.
Et cette altération du lien social, au-delà des 750 000 personnes qui, elles, n'ont plus de liens sociaux, beaucoup des millions de personnes ressentent au quotidien de la solitude et perdent des interactions sociales. Donc, ce qu'on met en avant avec ce travail sur ce concept de mort solitaire qu'on est en train d'installer dans le débat public, c'est en clair l'étape ultime de l'isolement social. Nos chiffres, et c'est pour ça que nous souhaitons lancer cet observatoire, nos chiffres sont ceux exclusivement relevés dans la presse, c'est-à-dire ceux qui font l'objet d'un traitement par le fait divers, mais nous sommes nous sommes sûrs que ces chiffres sont largement en deçà de la réalité et que plusieurs centaines de personnes dans notre pays connaissent malheureusement ce type de mort seuls et sont retrouvés parfois plusieurs jours à minima après leur décès. Ayaan Ananieh, je vais utiliser une formule paradoxale. Comment la République française peut-elle s'offrir le luxe d'avoir une population aussi défavorisée, aussi oubliée, aussi maltraitée? On est au pays des droits de l'homme, je le répétais tout à l'heure en introduction. On a des lois sociales, on parle du modèle social français. Le président de la République a parlé à son arrivée en 2017 d'un pognon dingue qui était consacré justement au bien-être des Françaises et des Français, des concitoyens. Et tout d'un coup, on a une population qui est... Alors, donnez-moi l'explication. C'est une carence administrative, législative, sociologique. Qu'est-ce qui se passe? On se dit que les vieux, tout ira bien, ils finissent leur vie, il y a tout ce qu'il faut. Et en fait, il y a des gens qui sont dans une situation quasiment de quart-monde. Ah oui, totalement. Et puis, il faut remettre ça dans les statistiques globales de la pauvreté. Il y a 10 millions de personnes dans notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté, toutes tranches d'âge confondues. Rappelez Perico également que le minimum vieillesse est aujourd'hui 200 € en dessous le seuil de pauvreté admis qui sert à calculer les statistiques. Et vous connaissez très très bien les régions et des personnes qui ont une vie de travail derrière eux et qui vivent avec 600, 700 € par mois. Il y en a des centaines de milliers dans notre pays. Et donc la situation de la pauvreté n'est pas nouvelle. Alors certes, si on la place sur le temps long, beaucoup a été fait, notamment au moment, après la Seconde Guerre mondiale, pour sortir les personnes âgées de la pauvreté. Nous, aux Petits Frères des Pauvres, on constate que nous allons devoir faire face à nouveau à une vague de personnes, notamment celles et ceux qui ne sont pas encore dans les personnes âgées, qui ne sont pas encore à la retraite, la génération des 50, 65 ans aujourd'hui, qui pour tout un tas de raisons, des ruptures familiales, des difficultés professionnelles, la première génération qui aura connu vraiment le chômage de masse, on s'attend aussi à avoir beaucoup de retraités en situation de pauvreté qui malheureusement vont exister dans notre pays dans les 10 à 15 années à venir. Alors en plein cœur du débat sur les retraites qui n'est pas du tout terminé, où on sait qu'en France il y a des retraités très aisés et qu'on reproche à cette génération des 30 glorieuses, les gens qui sont au-delà, les septuagénaires, vous avez bénéficié d'une situation économique formidable, vous êtes propriétaire, vos enfants sont casés et vous avez des retraites mirobolantes sur des cotations qui sont bien supérieures à celles d'aujourd'hui. C'est vrai, il y a cette réalité-là, elle concerne une minorité de personnes âgées et c'est vrai qu'on leur demande de recontribuer un petit peu pour que les gens qui arrivent derrière aient une retraite décente. Mais les millions de personnes âgées, retraitées qui vivent dans la pauvreté, avec cet élément que j'ai constaté moi-même quand je rencontre des gens de cette situation, surtout dans la ruralité, des personnes qui sont dans la précarité absolue. Quand vous allez chez eux, ils vous offrent un petit biscuit, un petit verre de quelque chose. Ils ne se plaignent pas. Et quand vous avez la somme avec laquelle ils vivent par mois, vous dites mais comment vous faites? Ah ben vous savez monsieur, on se débrouille comme on peut. La modestie et la résilience de cette population, c'est extraordinaire. Au Petit Frères des Pauvres, vous en rencontrez aussi forcément. Bien sûr, c'est une grande partie des personnes que nous accompagnons, même si les personnes qui vivent l'isolement social et la précarité, on les retrouve dans tous les types d'habitats sur notre territoire. Et effectivement, vous l'avez très bien décrit, Perico, des personnes qui, dans la ruralité profonde, peuvent vivre des situations qu'on croit terminées dans notre pays. Il y en a aussi en ville, bien sûr. Il y a
C'est ce que j'allais vous dire. Le rapport 2024 des Petits Frères des Pauvres traitait des situations de pauvreté au-dessus de 60 ans. Et il y a 2 millions de personnes en situation de pauvreté au-dessus de 60 ans dans ce pays. Donc c'est aussi battre en brèche le fait que tous les retraités seraient nantis, aisés, etc. Quand vous avez encore un loyer à payer, notamment dans le parc privé, et que vous êtes à la retraite et que vous voyez vos revenus diminuer de manière sensible, ça laisse des restes à vivre qui parfois sont extrêmement compliqués pour pouvoir avoir une vie décente. Yann Lanier, oui. Le Petit Frère des Pauvres, vous êtes les doyens de cette œuvre de charité. On peut parler de charité parce qu'on n'utilise pas des mots chrétiens. Vous allez vraiment vers ceux qui sont démunis, et vous avez aujourd'hui une expérience très ancienne sur la détresse et la pauvreté des personnes âgées. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a des décisions politiques à prendre? Est-ce que la campagne présidentielle pourra s'intéresser à ce secteur? Est-ce qu'il y a une redistribution à faire? Autrement dit, est-ce que la solidarité nationale, qui est d'un fondement du modèle social français et de la République, est-ce qu'elle peut être repensée de façon pratique et précise pour que les personnes âgées ne connaissent pas une situation situation de détresse et de souffrance? Tout d'abord, il faut qu'on arrête dans le débat public de faire d'âge et de génération des catégories sociales homogènes. Dans toutes les générations, et vous l'avez rappelé, il y a des personnes qui vivent des retraites particulièrement heureuses et dynamiques, et d'autres pour lesquelles la situation pécuniaire ou les problématiques de santé vont rendre ce dernier quart de la vie, c'est quelque chose qu'on emploie souvent comme expression au Petit Frère des Pauvres, particulièrement difficile. Alors c'est pas très à la mode, j'en conviens, parce que tout de suite c'est de la dépense publique, mais quand je vous disais que le minimum vieillesse est aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, il y a du travail autour des minima sociaux à pouvoir faire, et surtout un énorme travail pour que nous puissions lutter contre le non-recours. C'est-à-dire que les personnes que vous aviez citées avec qui vous reçoivent modestement chez eux, souvent ne sont pas parce qu'ils ont vécu, et c'est heureux, sans avoir de lien avec les services sociaux. Beaucoup de personnes n'exercent pas leurs droits sociaux minimaux. Parce qu'ils souvent ils le savent pas, ou ils sont pas informés. Ils le savent pas, et puis parce que la digitalisation fait que c'est très compliqué de le faire aujourd'hui. Donc s'il y a une politique que nos gouvernements ont à mener dans les mois à venir, c'est bien la lutte contre le non-recours de ces droits et la facilitation de l'accès à ces droits. Je suppose que vous avez interpellé ou vous avez discuté de ce sujet avec des dirigeants, des élus, des représentants, voire des membres du gouvernement. Vous avez une réponse précise de la classe politique là-dessus? Ils sont tous d'accord, évidemment, que c'est tragique. Oui, nous avons un sujet qui émeut tous les responsables politiques, mais Madame Parmentier-Lecocq va présenter, qui est la ministre en charge des personnes âgées, va présenter un plan bien vieillir le 12 février prochain. Madame Parmentier-Lecocq est la 7e ministre depuis 2020. Donc je ne mets absolument pas en cause sa volonté d'agir, mais c'est vrai que vous avez parlé de dénatalité au début de notre entretien. Le paradigme vers lequel nous allons avec le vieillissement de la population couplé à la dénatalité va obliger à prendre le problème à bras-le-corps et pas par des mesurettes. Yann Lanier, merci. Nous sommes à l'écoute de nos anciens, très soucieux ici sur Sud Radio, parce qu'il y en a qui nous écoutent, et voilà, on est tout cœur avec eux. Merci au Petit Frère des Pauvres pour votre dévotion, votre courage. Bien entendu, nous on reste en contact, Yann Lanier, et nous ne manquerons pas de faire appel à vous, parce que je pense que ce dossier est loin d'être clos. À très bientôt. Vous restez avec nous. Je vais recevoir Arnaud Benedetti, politologue, grand expert de la vie politique française, pour décrypter, pour disserter sur cette étude passionnante qui a été diffusée par Grand Continent, une étude qui était produite par Destin Commun, qui était un laboratoire d'idées, qui établit que les Français sont fiers de la France et des Français dans des conditions très précises. Voilà, mais on a encore des raisons d'espérer et des raisons de proclamer les fiertés françaises, et sur Sud Radio nous y sommes particulièrement sensibles. Vous restez avec nous, vous appelez Emmanuel Galasso 0826 300 300. Je ne doute pas que
que votre patriotisme et votre amour de la France, vous conduira à vous manifester. À tout de suite. Chère vieille France, la bonne cuisine, les Folies Bergères, le Gai Paris, la haute couture et de bonnes exportations, du cognac, du champagne et même du Bordeaux ou du Bourgogne. C'est terminé. Vous avez reconnu la voix du président Georges Pompidou. C'est une conférence de presse qu'il fait peu avant de mourir en 1973. C'était une interview. Il en avait fait une autre dans laquelle il dit, là il était en 69 et il dit: nous ne sommes peut-être pas les plus riches, nous ne sommes peut-être pas les plus puissants, nous ne sommes peut-être pas, j'allais dire, les plus intelligents, mais nous sommes les plus heureux. La France, c'est ce que je connais de meilleur, il affirme. Ensuite, cette phrase avait un peu défrayé la chronique en disant cette espèce de façon cocardière de présenter la République française et la France. Est-ce que le président Pompidou n'allait pas un peu trop loin? Et puis là, nous avons une étude produite par le laboratoire d'idées Destin commun, qui révèle que la fierté française est un sujet d'actualité et qu'elle se porte bien. Pour en discuter en ce lundi 2 février 2026 sur Sud Radio, j'ai voulu que cette étude elle a défrayé la chronique, je trouve qu'on n'est pas allé au fond de cette étude très importante à un moment de l'histoire où évidemment on se sent quelquefois malheureux, les nouvelles ne sont pas bonnes, la France passe pour un pays qui a perdu de sa puissance, de sa superbe, la classe politique est contestée, notre situation économique est dramatique, et pour autant vous avez 8 Français sur 10 qui disent non, je reste fier d'être français. Je voulais en discuter avec Arnaud Benedetti. Arnaud Benedetti, on vous connaît sur Sud Radio et partout, on vous entend, vous êtes ce qu'on appelle un politologue, vous êtes directeur de la Nouvelle Revue Politique, vous êtes surtout un observateur hors pair, non seulement patenté, mais lorsqu'on vous entend, on aime votre franc-parler, vous prenez du recul, et on voit bien que vous présentez les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que je voulais vous avoir aujourd'hui sur Sud Radio pendant 1 heure pour discuter. Vous voyez, je vous remets entre les mains ce dossier fragile et sensible des fiertés françaises. Et je commence tout simplement. Arnaud Benedetti, est-ce qu'aujourd'hui, le 2 février 2026, en votre âme et conscience, vous considérez qu'il y a encore des raisons d'être fier, d'être français et d'aimer la France? Il y a certainement des raisons de l'être, mais ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est que finalement c'est une analyse, une sorte de plan de coupe, mais à partir du bas, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, c'est-à-dire que finalement c'est le ressenti des Français à partir de traits qui sont d'ailleurs des traits, ce qui est assez significatif dans cette étude, qui sont des traits culturels. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, ils le disent, les deux. Alors, je le rappelle, Florence de Nervaux, elle est directrice générale de Destin commun, et puis elle est accompagnée par Raphaël Liorca, qui est un essayiste, et le thème fierté française, au-delà du mythe d'un pays fragmenté. Voilà, alors les deux analystes disent que ce n'est pas à partir du prisme du politique qu'il faut lire ce sondage, parce que les questions n'ont pas été posé à partir de ce prisme-là. Et c'est-à-dire que quand on demande finalement aux Français les raisons de leur fierté, les raisons de leur fierté, elles reposent beaucoup sur de la culture, et sur de la culture populaire. On le voit, c'est-à-dire notamment la gastronomie, un sujet qui vous est cher. C'est pour ça que je voulais que ce soit les mots de Georges Pompidou. Pas seulement la culture populaire, le cinéma populaire aussi, qui est un moyen finalement de créer de l'adhésion à une culture commune. C'est aussi la géographie, c'est aussi l'histoire. Alors quoique l'histoire c'est un peu plus compliqué parce que l'histoire est très souvent clivante et les récits historiques parfois s'entrechoquent parce qu'ils sont très politisés. Oui, mais quand même. Ils mobilisent. L'idée que finalement on vient de loin, qu'il y a un fil de transmission qui, malgré les divisions, continue à perdurer, est une idée qui est partagée finalement par plus de 8 Français sur 10. Alors c'est vrai qu'il y a parfois... J'allais dire... Avec des petites nuances selon la sensibilité politique. Il y a évidemment des nuances en fonction des sensibilités politiques. C'est assez bien montré dans l'étude. Mais en fait, c'est une étude qui, d'une certaine manière, poursuit un objectif. Alors là, il y a peut-être un petit biais. C'est-à-dire de dire, finalement, regardez ce pays que l'on dit désenchanté, que l'on dit déprimé, que l'on dit en déclin, finalement, ne l'est pas tant que ça, puisque les Français, finalement, sont fiers de leur pays. Au-delà du mythe d'un pays fragmenté, parce que
les enquêteurs disent quoi? Que a priori, c'est le pays est fragmenté. Oui, le pays est fragmenté. C'est-à-dire que le pays est fragmenté, si l'on se réfère par exemple aux analyses de quelqu'un comme Jérôme Fourquet sur l'archipel français, ou Christophe Guilly, par exemple. Ou Christophe Guilly, il montre que il y a aujourd'hui un pays qui est constitué de divisions sociales, culturelles, territoriales qui sont très fortes, et que ces divisions elles-mêmes sont parfois fragmentées, c'est-à-dire qu'il y a des divisions dans la division. Eux, ce qu'ils essayent de nous montrer, c'est que finalement, il y a quelque chose qui transcende ces divisions. C'est finalement le sentiment d'appartenance. Parce que qu'est-ce que permet de mesurer la fierté? Elle ne dit pas que les gens considèrent que le pays va bien. C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ont un sentiment d'appartenance commun, malgré leurs différences, malgré leurs divergences, malgré leurs divisions. Et à partir du moment où on est fier d'appartenir finalement à une collectivité, on dit qu'on partage un certain nombre au moins de valeurs, même si ces valeurs ne sont pas toujours très explicitées dans l'étude, même s'ils le disent d'une certaine manière aussi. Mais je crois que c'est ça qu'il faut retenir de ce sondage. Le sondage dit, l'analyse dit, il y a un stock de fierté qui existe et sur lequel finalement on peut rebondir pour finalement projeter le pays dans l'avenir. C'est ça, je crois, la principale leçon de ce sondage. Alors justement, Florence Denervaux et Raphaël Llorca, lors de leurs différentes interventions, parce que eux à Grand Continent, ils ont fait une contre-étude, un complément, puis ils ont fait une note de description de cette étude. Leur conclusion, et c'était le thème qu'ils rappelaient à chaque fois qu'ils intervenaient, attention, c'est une fierté patriotique, c'est pas une fierté nationaliste. Est-ce que la nuance est importante? Qu'est-ce qu'une fierté patriotique par rapport à une fierté nationaliste? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le nationalisme en tant que tel a été tellement abîmé historiquement au XXe siècle qu'il ne constitue pas une valeur aujourd'hui positive. Souvenez-vous la fameuse phrase de Mitterrand, les nationalistes c'est la guerre, l'Europe c'est la paix. Voilà. Alors, il préfère parler de patriotisme. Ce qui est intéressant avec la notion de patriotisme, c'est la notion de pair. C'est-à-dire l'antériorité. C'est-à-dire, d'une certaine manière, l'idée qu'on est le produit d'une filiation et d'un enracinement. Ce qui est quand même assez intéressant. Merci de soulever le problème. Est-ce quelqu'un qui vient de l'étranger, est-ce que Émile Zola ou Eugène Ionesco ou quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord, qui s'intègre, qui s'assimile, est-ce que pour autant la France est sa patrie puisque ce n'est pas la terre de son père? Est-ce qu'il n'y a pas une petite anomalie dans la définition de ce qu'est le patriotisme? La terre de mon père, en plus ça veut dire un territoire où je suis enraciné, et si tu viens pas de là, tu n'es pas patriote. Oui, c'est la fameuse formule de Barès, les vivants et les morts. Mais en l'occurrence, il y a bien évidemment cela dans la construction d'un patriotisme. Il y a le fait qu'on se réfère en effet à une généalogie. Mais même chez les historiens qui étaient les historiens que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de nationalistes, par exemple quelqu'un comme Bainville, lisez l'histoire de France de Bainville. Bainville ne définit pas la France par des caractères ethniques, par des caractères qui seraient liés à une souche commune. Il dit la France, un peu comme De Gaulle d'ailleurs, et De Gaulle est de ce point de vue-là assez bainvillien, il dit la France est une personne, c'est-à-dire que ce n'est pas par une identité qui serait une identité liée en effet à une généalogie que l'on peut définir la France. Et d'ailleurs c'est assez vrai en l'occurrence, parce que le problème de la France a toujours été son unité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on a à la fois centralisé le pays, que l'on a fait la laïcité aussi, en référence aux guerres de religion. Mirabeau dit à la veille de la Révolution française, il dit « La France est un agrégat de peuples désunis ». Ce qui est très intéressant, c'est que la France a un État, mais que finalement la Révolution va construire une nation. Et elle va construire une nation où progressivement, à travers l'État, on va créer une culture civique commune, qui a été d'ailleurs imposée durement sous la Troisième République. Par les hussards noirs. Par les hussards noirs de la République, où on va réprimer les langues régionales de manière très dure, afin justement d'unifier par la langue le pays. Et ça, cette question, elle est essentielle, parce que quand on en rappelle finalement, on en appelle à la question de la fierté, on va chercher ce qui, en effet, fait commun dans la nation, malgré nos différences. Donc on peut très bien venir d'ailleurs et se sentir
français. On peut d'ailleurs, de toute façon, l'histoire du XXe siècle en France, avec des communautés européennes qui arrivent d'un peu partout, de Pologne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, font que ces communautés s'intègrent sans aucune difficulté dans la communauté nationale. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à un autre sujet, parce qu'on est avec des immigrations qui sont d'ordre extra-européen et qui parfois reposent les questions de notre modèle culturel, où là on voit qu'il y a plus de difficultés et plus de tensions. Mais rien n'empêche quelqu'un qui est né au Maroc, qui est né en Algérie, on en connaît tous, de se sentir pleinement français. Et les exemples ne manquent pas, Arnaud Benedetti. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Je reçois Arnaud Benedetti, nous décryptons cette étude sur la fierté française. Est-ce que vous êtes fiers d'être français, auditrices et auditeurs de Sud Radio, ou au contraire, êtes-vous un petit peu déçus par la France? Est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous avez de bonnes raisons d'aimer la République et de dire à ceux qui en doutent, vous vous trompez, on est encore un grand, un beau et fier pays. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel, et si vous avez le moindre doute, ou au contraire si vous avez une conviction à affirmer, Arnaud Benedetti sera là pour en discuter avec vous, et au nom du Parlons Vrai vous dira ce qu'il a sur le cœur. Sud Radio, la France dans tous ses états. Mais vous êtes très bien sur Sud Radio tous les jours, mais aujourd'hui il y a quelque chose en plus, parce que j'ai Arnaud Benedetti en face de moi. Il m'a fait l'honneur, il m'a concédé un entretien, mais parce que le sujet était important, les fiertés françaises, hein, cette étude commandée par Destin Commun, qui est un laboratoire d'idées, et ensuite Grand Continent, sous la plume de Florence de Nervaux et Raphaël Diurca, a fait une note pour décrypter, mais l'avis d'Arnaud Benedetti est encore plus important, parce que là il a une vision plus globale, il a du recul, et puis il n'est pas impliqué par l'étude, donc il dit ce qu'il pense. Et appelez-nous au 0826 300 300 si vous voulez échanger avec lui ou nous dire si vous êtes fier d'être français. Arnaud Benedetti, la fierté française, on va donner les clés quand même. Ça passe d'abord évidemment par une bonne intégration. Alors, soit on est natif depuis toujours et on est fier d'être français, avec des gens qui vous disent de plus en plus, on n'est pas fier d'être français, la France elle est moche, la France elle est sale, c'est un pays colonial, la police tue, on crève dans les hôpitaux, les trains arrivent en retard. Et puis il y a ceux qui vous disent, comme vous nous l'avez expliqué, et il y a un ADN tellement fort, hein. En fait vous faites bien la nuance entre le résus sanguin et l'ADN. C'est pas une histoire matérielle, c'est une histoire de conscience. Et puis il y a ceux qui vous disent, non, malgré tout ça, j'aime la France. Est-ce que pour autant il peut y avoir une fierté française s'il n'y a pas une souveraineté française, une vraie souveraineté? Alors c'est une vraie question, parce que en fait, quand on regarde le processus historique de construction de la France, comparativement par exemple à d'autres pays européens, comment la France finalement se coagule, comment elle se construit, comment elle émerge, comment elle naît, c'est essentiellement par l'État. C'est l'État qui fait la nation. D'ailleurs, on dit très souvent, l'État précède la nation, à la différence, si vous voulez, de l'Italie. Phrase fondatrice, Arnaud Benedetti. L'État fait la nation. Donc c'est un État-nation absolu. C'est un État-nation absolu, et c'est véritablement le premier État-nation, même avant peut-être l'Angleterre, en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit dans un processus de centralisation multiséculaire, comme le disait le général de Gaulle, qui fait que vous allez avoir une colonne vertébrale, qui est la colonne vertébrale de l'État, qui va progressivement imposer sa vision d'une société donnée sur un territoire donné, qui est la France. Vous diriez le modèle d'État-nation. Le modèle de la France, c'est vraiment le modèle de l'État-nation, j'allais dire chimiquement et historiquement pur, d'une certaine manière. Scientifiquement. C'est presque, c'est quelque chose de tout à fait spécifique et singulier à notre histoire, et c'est ce qui fait que, à la différence, par exemple, les Italiens, comment font les Italiens font leur unité, les Allemands font leur unité beaucoup plus tard, mais si vous voulez, le sentiment d'appartenance nationale en Italie et en Allemagne se manifeste non pas par le politique, mais par la culture. Unité dans la diversité, Arnaud Benedetti. Les Länder allemands et les Italiens, entre le Mezzogiorno, la Sicile, la Sardaigne, la Toscane, c'est des États fédéraux. Nous, on a jacobinisé. Est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin dans cette centralisation culturelle? Alors après, si vous voulez, c'est lié à notre propre histoire. C'est-à-dire que la France aussi est un pays qui a connu des divisions très fortes, sans revenir aux guerres de religion, mais on voit très bien que c'est un pays où les tensions ont été très fortes et où finalement le monopole politique de la monarchie a été très longtemps contesté par les grands du royaume, jusqu'à l'épisode de la Fronde, qui va profondément marquer un roi comme Louis XIV, qui lui va
parachever finalement le processus de centralisation par une absolutisation du pouvoir royal. Donc beaucoup l'ont connu, Charles VII avec les Armagnacs et les Bourguignons, Louis XI avec Charles le Téméraire, voilà. La guerre de 100 ans est pleine de divisions en France, entre le parti pro-anglais et le parti patriote. Voilà. Déjà, on a déjà cette division, cette tension qui existe. Donc, en effet, la question de la souveraineté est absolument indissociable du sujet, parce que, en fait, on est fier d'une certaine manière parce que nous avons un État qui non seulement est capable de nous protéger, c'est la mission de l'État partout, mais aussi de nous projeter, c'est-à-dire de dessiner un avenir pour le corps social que constitue la nation. Pourvu qu'il y ait une vision. Pourvu qu'il y ait une vision. Par exemple, quelqu'un comme Stéphane Rosès, avec qui moi j'ai écrit un livre sur les imaginaires, que je recommande, l'explique très bien. Il dit comment finalement le processus d'assemblage se fait. Et le processus d'assemblage, il se fait parce que la France invente une vision de la société par le haut, à laquelle finalement va adhérer la nation, parce que tout simplement c'est l'État qui projette dans l'avenir la nation. Attention aux éléments perturbateurs qui peuvent fragiliser cette homogénéité. Nous sommes en ligne avec Jean-Paul qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes Bérico. Bonjour, merci de nous appeler Jean-Paul. Est-ce que vous êtes fier d'être français? Bonjour, donc Arnaud de Benedetti aussi. Donc c'est un plaisir. Merci de me prendre. Fier d'être français, oui. Comme beaucoup de Français, de vos compatriotes. De mes compatriotes. Donc je suis fier pour l'histoire. Je suis fier de la littérature. Il n'y a pas un pays en Europe qui a une littérature comme la France a depuis le XVIe siècle. Regardez les livres, La Gare des Michards. Donc voilà, qui est une très bonne référence. La cuisine aussi. Donc oui, effectivement, on a toute raison d'être fiers. Et le décalage est d'autant plus fort qu'à l'heure actuelle, l'image de la France est dégradée honteusement. Par nos dirigeants. Par exemple, un autre dirigeant qui joue à Top Gun au niveau international, la France est ridicule. Avec le Groenland, la France est ridicule. On a envoyé 10 bonhommes ou 20 bonhommes de neige. Non mais on ferait mieux de s'occuper un petit peu de ce qui se passe chez nous. Est-ce que vous êtes inquiet, Jean-Paul, vous êtes un petit peu inquiet pour la préservation ou la pérennité de cette fierté française ? Oui et non. Non, parce que donc les Français ont toujours ce sentiment, cette appartenance d'enraciné. Oui, parce qu'il y a des coups de boutoir qui, entre autres, viennent de l'étranger, sont dirigés par l'étranger. Bon, je parle pas des Américains ou des Russes, c'est des faux problèmes. Donc il y a des problèmes effectivement beaucoup plus graves avec le péril islamique, par exemple, ou la France qui pourrait s'assujettir à des pays comme la Chine. Merci Jean-Paul pour vos témoignages. Arnaud Benedetti, est-ce qu'il y a une fierté française fragile et est-ce qu'il y a un socle inaliénable qui fait qu'il y aura toujours des fiertés françaises? Il y a une partie mortelle du pays et une autre qui est mortelle. C'est ce que semble dire ce sondage, qu'il y a en tout cas, je ne sais pas s'il est inaliénable, mais en tout cas il y a un socle très solide qui sert de repère de reconnaissance. Encore une fois, c'est entre autres la culture. Vous avez parlé de la littérature, la France est un pays de lettres, c'est le pays des arts et des lettres. C'est un pays aussi qui, par sa diversité géographique, ça c'est extrêmement important. Les territoires et les terroirs. La France est une terre de contraste, qui géographiquement est d'une certaine manière assez bénie des dieux dans sa disposition territoriale, fait que ces éléments qui sont des éléments en apparence finalement qui pourraient fragmenter les appartenances sont des éléments qui nous réunissent. C'est-à-dire que, en fait, les Français sont aussi fiers de leur géographie, ils sont aussi fiers de leur patrimoine. Ils sont aussi fiers, bien évidemment, de leur culture intellectuelle. Ils sont aussi fiers de leur histoire. Ils sont aussi fiers, on l'a dit déjà, de leur gastronomie. Il suffit de voir, par exemple, le succès que rencontre chaque année un salon comme le salon de l'agriculture pour témoigner que lorsque, il y a des foules qui se rendent pour aller visiter les stands et visiter notamment les différentes expositions liées aux animaux et aux différents produits du terroir, ils manifestent un attachement à cette France
France qui est extrêmement diverse. Oui, mais périssable, Arnaud Benedetti. Elle est périssable. Alors là, vraiment, la question de la souveraineté est importante. En effet, il y a ce socle qui est important. Mais moi, ce qui me frappe dans ce sondage, il y a tout ce qui finalement relève du hors-champ ou du non-dit. C'est-à-dire que tout se passe comme si on était fier d'une France qui n'existait plus vraiment comme elle l'était auparavant. Il y a quelque chose qui relève aussi du sentiment de la nostalgie, voire d'une forme de mélancolie française. C'est-à-dire que on va... La continuité menacée dont parle voilà, Anne Finkielkraut. La question de la continuité menacée par le choc de la mondialisation. Parce qu'en fait, si vous voulez, le gros sujet pour un pays comme la France, qui a été un pays souverain dans tous les domaines d'ailleurs, parce que la France était un petit pays, finalement, géographiquement, par rapport à d'autres mastodontes, mais très souverain. Mais qui était très structuré, encore une fois, par l'État, et qui était souverain quasiment dans tous les domaines. Et on voit bien que, finalement, ce qui s'est passé depuis un demi-siècle, ce sont les chocs de la mondialisation qui ont progressivement désindustrialisé le pays, qui progressivement désagriculturise le pays également. On le voit avec la crise, déruralise le pays. Finalement, il n'y a qu'une seule exception qu'on défend, j'allais dire corps et âme, c'est l'exception culturelle. Comme si finalement on se ramassait sur ce dernier socle pour finalement résister au processus de mondialisation. On va y revenir, Arnaud Benedetti. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je suis avec Arnaud Benedetti, on décrypte l'étude sur les fiertés françaises de destin commun, avec tout ce qu'elle signifie, comment elle suscite à la fois un émoi, une inquiétude, mais en même temps, elle nous rassure, elle est le reflet de la fragmentation quand même de notre société. Vous nous appelez au 0826 300 300, Arnaud Benedetti répondra à vos suggestions ou à vos questions si vous avez des doutes. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Arnaud Benedetti pour, on peut dire, pas décrypter, nous dissertons, parce que la hauteur de vue d'Arnaud Benedetti qui prend du recul et qui est aujourd'hui à même de faire un point, justement, c'est quoi la fierté française, c'est quoi la gloire de la France, tout simplement. On peut utiliser les grandes phrases et nous attendons vos appels au 0826 300 300, parce que je suis persuadé que sur Sud Radio vous avez une idée sur la question. Arnaud Benedetti, on finissait la séquence précédente sur le concept d'exception culturelle. Alors il y a des gens qui vous disaient, je me souviens, Jean-François Kahn me disait déjà d'établir le concept d'exception, c'est noter une fragilité. Pour autant, l'exception culturelle française, c'est une réalité. Est-ce qu'elle a seulement besoin d'être défendue parce qu'elle est descendue? Est-ce qu'elle n'est pas liée quand même, Arnaud, à la qualité de l'enseignement scolaire, de l'école de la République? Est-ce que le socle culturel, c'est quand même pas l'enseignement et l'apprentissage et la transmission des savoirs? Il est clair que, si vous voulez, dans l'histoire de France, ce qui a fini d'unifier le pays, c'est à la fois la conscription, il ne faut jamais l'oublier, quand même, le service militaire qui était quand même égalitaire, en tout cas à ses débuts. Il est devenu un peu moins par la suite. Tout le monde y passait, en tout cas. Tout le monde y passait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, la guerre de 14-18 est une guerre qui frappe toutes les classes sociales. C'est une révolution. De ce point de vue-là, c'est une frappe. Tout le monde, je veux dire, le sacrifice traverse l'ensemble des strates de la société, du paysan jusqu'aux aristocrates. Le film La Grande Évasion de Renoir. Tout à fait. Il y a l'aristocrate et le gouailleur de banlieue. En effet, avec Pierre Freinet. Très beau film. Ensuite, ce qui parachève véritablement et qui même, j'allais dire, finit par la solidifier et la consolider, c'est l'école. On en parlait notamment à travers la langue, mais aussi à travers un niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'en fait, l'école de la Troisième République est considérée non seulement comme, si vous voulez, un dispositif d'unification du pays, à travers la langue, à travers la transmission des savoirs fondamentaux, mais c'est une école aussi qui sert de levier à l'idéal républicain d'égalité, puisque l'école va devenir l'instrument de mobilité
social. Vous avez parlé de Georges Pompidou. Georges Pompidou étant en liminaire de cette émission. Georges Pompidou étant véritablement un emblème politique de ce processus de méritocratie. Lui-même fils d'instituteur, lui-même petit-fils de paysan, qui va devenir ensuite président de la République. À Montboudif dans le Cantal. Montboudif dans le Cantal, et il est, je crois, si mes souvenirs sont bons, également conseiller municipal de Cajar, dans le Lot, où ils avaient une maison à Cajar. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose avec l'école qui est à la fois profondément socialisant, politiquement, civiquement, sur le plan de la citoyenneté, sur le plan de l'unification, et qui est aussi un instrument au service des idéaux qui sont les idéaux de la République. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que ce niveau d'exigence de l'école, tel qu'il a été pensé par les pères fondateurs de la Troisième République, est le même aujourd'hui qu'hier? Les classements PISA, malheureusement, nous montrent le contraire. Et il y a un autre élément très important, c'est le récit national. Le récit national qui est inventé non pas tant par, il faut le dire, la Troisième République que par Napoléon. Le premier, véritablement, a essayé d'avoir une vision qui embrasse panoriquement l'histoire de France, c'est Napoléon. Il dit quelque chose d'assez juste, il dit « Je suis solidaire de tout, du baptême de Clovis jusqu'aux soldats de l'an 2 ». Ça veut dire que lui, qui est un des produits de la Révolution, il assume tout. Toute l'histoire de France. Et le récit républicain est un récit qui ne fait pas le procès de la monarchie. Lisez Lavis, lisez les manuels historiques que l'on va fournir aux petits écoliers de la Troisième République. On explique qu'il y a un processus historique... C'est une pré-laïcité politique, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on tolère l'autre lecture de l'histoire. La question même de la laïcité commence avant la République. Elle commence dès les rois de France, d'une certaine manière, avec les conflits avec la papauté, avec le gallicanisme, avec la nomination des évêques. La pragmatique sanction de Bourges, du roi Charles VII, qui dit c'est le roi de France qui nomme les évêques. Voilà, si vous voulez, tout cela, je veux dire, fait que la façon dont on conçoit l'histoire n'est pas une histoire saucissonnée. Il n'y a pas forcément la bonne et la mauvaise histoire. On prend tout et on en fait finalement un socle sur lequel les gens vont finalement adhérer à ce récit parce que c'est leur récit et que c'est leur histoire. Un bloc, comme aurait dit Georges Clemenceau quand il parlait de la Révolution. Ouais. Nous sommes en ligne avec Marie qui nous appelle de Pau, capitale du Béarn, où les conseillers départementaux siègent au Parlement de Navarre. Encore un morceau d'histoire. Marie, vous êtes béarnaise ou vous êtes française? Alors moi je suis française, mais mon père et ma mère étaient nés en Espagne et mon père est rentré pendant la guerre de Franco. Ah ben voilà, très bel exemple. Et il a eu pas mal de personnes de sa famille fusillées par Franco parce que lui il était républicain et démocrate. Voilà, il a été dénoncé par des franquistes. Donc il est venu en France, terre d'asile, et aujourd'hui vous êtes fière d'être la fille. Mon père était très fier, nous on a été élevés, moi je suis née en France, je suis née en 50, mais on a toujours vécu en France, on a toujours adopté, et mon père était très fier d'être en France. Il nous a appris le respect, il nous a appris à nous réjouir de tout ce qu'on avait, et comme je dis des fois en rigolant à certaines amies, vu ce qui se passe aujourd'hui, on se baladait pas avec des robes à volant et des castagnettes, quoi. Alors, Marie, vous avez l'air de dire que cette fierté française aujourd'hui, elle semblerait moins partagée que vous-même vous l'avez vécue quand vous étiez enfant. Non, vous croyez peut-être? Je vous pose la question et Arnaud va nous donner son idée. Disons qu'elle est moins partagée par certaines communautés qui n'ont pas su apprécier. Alors pour des raisons diverses, mais je trouve ça dommage. Parce que moi j'ai vécu, je suis née en France, j'ai fait mes études, j'ai des enfants maintenant qui ont des situations. Je peux vous demander le métier que vous avez exercé, Marie? Quel métier vous avez exercé? Moi j'en ai exercé plusieurs, j'ai été commerçante 10 ans et ensuite j'ai divorcé et je suis rentrée dans l'immobilier. Ah ben très bien. Bon, donc vous connaissez le terrain de la société française. Ça, c'est, complètement. J'ai un fils qui est chez Airbus, j'ai un autre fils qui travaille dans le médical. Voilà, mais nous, on a été élevés en France, et puis voilà. Et puis, alors même si, bien sûr, au niveau de la cuisine, de certaines choses, on avait encore des trucs espagnols à la maison, mais on était en France et on était français. Vous savez faire la tortilla et la garbure, si je comprends bien. Ah oui, et la paella. Et la paella aussi. Arnaud Benedetti, vous le disiez tout à l'heure, le socle de l'identité française, la société française, ce sont aussi ses enracinements, ses savoirs, ses connaissances. Là, on a l'exemple d'une fille de républicain espagnol réfugiée en France. Elle est très fière d'être française. Émile Zola l'était aussi, Eugène Ionesco aussi.
Et pourtant, ils étaient d'origine étrangère. Vous parlez d'immigration européenne. Oui. Il y a aussi un sentiment... Pour vous demander, est-ce que c'est un peu plus compliqué quand on vient pas de l'immigration vraisemblablement, je veux dire, parce que on voit bien que... Ce quoi fait Jean-Marie. Alors, nous, on a un héritage en plus. Alors, ce qui rend encore plus compliqué la situation de la France, c'est que, contrairement à d'autres pays européens, on a un héritage colonial qui quand même s'est fait aussi au nom, faut-il le rappeler, de la République. Mais la fameuse mission dite civilisatrice, je dis bien dite civilisatrice de la France. C'était de bonne foi ou non? On allait entre guillemets évangéliser avec les valeurs humanistes de la République. C'était de bonne foi. Alors il y avait des intérêts économiques, il y avait des intérêts géostratégiques, une concurrence très forte, faut-il le rappeler, avec l'Angleterre, notamment en Afrique. Mais il y avait quand même derrière, si vous voulez, cette entreprise-là, l'idée que il suffit de voir même les textes de Blum, qui sont des textes assez explicites, sans parler des textes de Jules Ferry, l'idée que la France, du fait de son universalisme, a une mission spécifique à l'adresse du monde. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Malraux, la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle parle à l'ensemble de la planète, à l'ensemble du monde entier. Donc, cette idée était très ancrée dans le discours républicain. D'ailleurs, il faut le dire, la colonisation qui aujourd'hui est dénoncée par la gauche est plutôt une idée de gauche, et les gens de droite, à l'époque, dénoncent la colonisation, considérant qu'il y a mieux à faire que d'aller partir à l'extérieur de nos frontières. Benedetti, ces peuples qui se sont libérés du colonialisme français, ne l'ont-ils pas fait au nom des valeurs qui lui ont été inculquées ou apportées par la République française? Mais totalement. D'ailleurs, les grands leaders nationalistes de l'Afrique sont très souvent passés par les écoles de la République. Ho Chi Minh, Bourguiba, Ho Chi Minh, Senghor, qui lui-même était normalien et compagnon d'ailleurs de Georges Pompidou. Formidablement. Il faut le rappeler. Je veux dire, tous ces gens-là ont été formés par le système éducatif français. Après, si vous voulez, la question de le vrai sujet finalement qui apparaît à partir des années 70, encore une fois, c'est que on est rentré dans un processus qui est celui de la mondialisation. Et face à ce processus, il est clair que la France a un modèle très à part par rapport à d'autres nations européennes, qui est moins adaptable, vraisemblablement, en la matière, parce qu'encore une fois, lié à cette fonction suprême de l'État, qui fait qu'on a plus de difficultés. Et puis alors, il y a en effet cette deuxième vague d'immigration qui apparaît au moment de la décolonisation, où là, on a des populations qui sont des populations extra-européennes, et pour certaines d'entre elles qui n'ont pas la même religion. Donc pas d'origine judéo-chrétienne. Qui n'ont pas d'origine judéo-chrétienne. Donc se pose un autre problème, qui est la question de l'assimilation. Alors là, l'école, on en parlait tout à l'heure, la machine à intégrer, la machine à fabriquer du citoyen français dans les valeurs universelles, c'est l'école de la République. Elle est très en panne, Arnaud Benedetti. Elle est même malade. Est-ce que c'est pas là la faille principale? Alors elle est très en panne pour des raisons multiples et variées. Les syndicats d'enseignants vous diront que c'est une question de moyens. Si l'on regarde de plus près, c'est que d'abord l'école n'a pas été en mesure vraisemblablement d'amortir le choc de l'immigration. Pourquoi? Alors peut-être parce que aussi quelque part, alors il y a la question du nombre qui quand même pose problème. On peut pas la nier, c'est une réalité. Ensuite, notamment avec le regroupement familial à partir des années 70. Et puis il y a quand même un sujet qui me paraît important, c'est que on a progressivement abandonné, notamment au début des années 80, le logiciel assimilationniste qui était le nôtre pour se diriger vers un logiciel que l'on voulait, un logiciel d'intégration qui passait par le droit à la différence. Donc presque le communautarisme. Le droit à la différence n'est pas fondamentalement une notion qui est inscrite dans l'ADN républicain de la Troisième République, puisque finalement la Troisième République, c'est une république qui est très romaine d'une certaine manière. Chez les Romains, fait comme les Romains. Et la République, la France était faite par Auguste, beaucoup plus que par Vercingétorix. Bien sûr. Et la République est une machine qui va plutôt, si vous voulez, activer
activer le ressort de la ressemblance que de la dissemblance. C'est pour ça qu'on réprime les langues régionales. C'est pour ça que l'on moque les cultures régionales au point finalement de les folkloriser, n'étant plus qu'une survivance archaïque d'un ancien monde qui ne va pas dans le sens du progrès universel, féodal et clérical, à la Auguste Comte. Donc le problème, c'est qu'on subit un choc migratoire extrêmement important, et en même temps, au même moment, on est en train de transformer notre logiciel, qui est le logiciel de l'assimilation, puisqu'on va privilégier le droit à la différence sur le devoir de ressemblance qui fait cohésion. On y revient dans quelques instants. Nous sommes avec Arnaud Benedetti et on disserte sur cette étude des fiertés françaises de l'organisme Destin commun, et on déploie des idées et on explique beaucoup de choses qui sont en lien avec la situation politique et économique de la France. Vous restez avec nous, vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300 et Arnaud Benedetti répondra à vos observations avec beaucoup de pertinence. À tout de suite. Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Arnaud Benedetti, avec lesquels nous essayons de comprendre ce que signifie encore le terme fierté française. Pourquoi il y a des Français qui sont fiers d'être Français, hein. Je redonne les chiffres par sensibilité. 90% de ceux qui sont de sensibilité droite, centre-droite, et à gauche, à l'extrême gauche, on monte quand même à 66% d'électeurs de la gauche qui sont fiers d'être Français. C'est quand même une très bonne statistique. Arnaud Benedetti, on a fait un tour complet des sources de l'origine de la fierté française, l'histoire, les récits, les traditions, les savoirs, les territoires, notre géographie, hein. Voilà, on rappelle que la Gaule était une entité assez floue. L'Empire romain arrive et la civilisation gallo-romaine, ensuite avec les invasions barbares, fait qu'on a ce socle national aujourd'hui auquel on est profond attaché. Est-ce que, Arnaud Benedetti, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, vous êtes politologue, je vais tester non pas vos compétences, mais est-ce que vous allez me dire, est-ce que vous allez aller au fond de mon propos? Est-ce que c'est pas grâce au fait qu'on a abandonné, à un moment donné, vous vous souvenez, parler de... Alors, les fiertés françaises, il y a 30 ans, c'était quasiment un terme néo-pétiniste. La République, la patrie, c'était indicible, c'était resté à la droite. Est-ce que le fait que la gauche ou les forces du progrès aient abandonné au Le Pénisme, au Front National, au Rassemblement National, cette thématique République, patrie, laïcité, fait qu'aujourd'hui on est obligé de se la réapproprier, il faut pas leur laisser, et que c'est peut-être ça qui aujourd'hui fait prendre conscience à une partie de la société française que la fierté française, elle est aussi dans ces valeurs qu'on a abandonnées, qu'il faut absolument pas récupérer, il faut la généraliser, il faut devenir ça une conscience nationale. Est-ce qu'il y a une conscience nationale en France aujourd'hui grâce à cette petite abandon à l'extrême droite? Il semblerait qu'il y ait une conscience nationale à partir du moment où vous avez une fierté, vous avez un sentiment d'appartenance, donc vous pouvez penser qu'il y a une conscience nationale. Après, la conscience nationale, elle s'exprime jusqu'où? Oui, mais est-ce que c'est pas l'extrême droite? C'est vrai, mais la question qu'il faudrait poser, ça serait la question de savoir si vous êtes prêt à vous sacrifier pour votre pays. Alors le général Mandon suggérait qu'on doit peut-être un jour envoyer nos enfants. Oui, alors ça c'est un vrai. Alors après il faut savoir pour quelle cause aussi. Oui. Enfin, il nous donnait une leçon de patriotisme. En 14 et en 39, faut les envoyer les gamins. Si ça recommence, mais est-ce que la situation est la même? Je veux dire, on n'est plus du tout dans la même époque, on n'est plus du tout dans la même société. Nos enfants n'ont pas été socialisés de la même manière que les enfants qui arrivent dans la conscription en 1912 ou en 1913. Le sentiment patriotique ne s'exprime plus tout à fait de la même manière. Donc on est véritablement dans un monde qui est très différent. Ensuite, moi ce que je crois, c'est qu'en effet, si vous voulez, toute une partie de la gauche républicaine a abandonné plusieurs de ses principes. D'abord, ils ont abandonné les classes populaires. Il faut quand même s'en souvenir. C'est très clair, il le paye cher. Les classes populaires votaient à gauche. François Mitterrand d'ailleurs le dit dans un de ses discours. Il dit la gauche n'a jamais pu gagner que lorsqu'elle avait le soutien des classes populaires. Et de ce point de vue-là, il avait, sur le plan de l'analyse, parfaitement raison. Français à 25%. On oublie les ouvriers, on oublie les paysans, on oublie les petits artisans, on oublie les employés, etc., etc. C'est notamment le tournant à la fin des années 2000 avec la fameuse note de Terra Nova qui dit il faut abandonner, in fine, il le dit pas exactement dans ces termes, mais ça revient à peu près. Socialiste, il faut abandonner le peuple. La social-démocratie doit plutôt aujourd'hui
aujourd'hui aller chercher des communautés. On ne dit pas trop lesquelles, mais enfin, on peut imaginer lesquelles. Oui. Enfin, notamment les nouveaux arrivants. Voilà. Donc là, déjà, vous avez un tournant. Ensuite, en effet, si vous voulez, la notion même de nation est devenue quasi tabou pour une partie du camp républicain, parce que cette notion de nation est d'abord assimilée au nationalisme dont on a parlé tout à l'heure, voire à l'extrême droite. Et finalement, le monde dans lequel on doit s'ouvrir est un monde finalement plutôt européen, d'ailleurs sans racines, puisqu'en fait on imagine une Europe qui n'aurait pas de racines, ce qui est d'ailleurs une erreur monumentale, parce que l'Europe a des racines, comme la France en a. Vieux continent. Et que là, en effet, on crée un espace pour des formations politiques qui vont bien évidemment l'investir fortement et qui vont revendiquer, in fine, la fierté d'être français. Quand Elisabeth Guigou, ministre socialiste de la Justice, dit « La République, c'est un ringard », mais la phrase est fatale. La phrase est fatale, parce que c'est la République qui fait la France moderne, que la République est portée par des forces politiques historiquement constituées à gauche, et elle abdique finalement ce qui devrait être le sens de son combat politique, puisqu'elle est une femme de gauche. Mais si vous voulez, dès le début des années 80, vous avez une conversion de toute une partie de la gauche social-démocrate à un agenda qui est un agenda mondialiste. C'est le fameux tournant de 1982-1983 qui est impulsé par François Mitterrand. Et d'ailleurs, ça va fractionner la gauche. Mais ça va fractionner toutes les forces politiques. Toutes les forces politiques, y compris à droite. Et la trahison du 25 octobre sur la campagne de Jacques Chirac en 95 sur la fracture sociale, là aussi, le revirement. Arnaud Benedetti, on va arriver dans quelques minutes au terme de cette émission. Vous reviendrez. C'est un point important, si vous me permettez, dans le sondage sur lequel je voudrais insister, on en parlait à la pause. C'est ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est de montrer finalement le rapport très distancié des Français par rapport au pouvoir. C'est l'ironie, c'est le sarcasme, c'est la caricature. L'humour. Oui, parce que finalement, quand on demande qu'est-ce que c'est que l'identité française, il y a peut-être 2 ou 3 éléments qui la définissent. Le premier élément, c'est l'État et la politique, parce qu'on est un peuple très politique. Le deuxième élément, c'est en effet une culture commune qui, d'ailleurs, se nourrit de la diversité de nos territoires, une culture populaire. Et puis troisième élément, c'est en effet ce rapport au pouvoir. C'est-à-dire que la France est un pays qui, historiquement, se moque des puissants. On a appelé ça les Gaulois réfractaires, je crois, un petit peu. Les Gaulois réfractaires, mais c'est Rabelais. Et c'est Rabelais qui se moque. C'est Rabelais, c'est Scarron, c'est cette grande tradition française qui passe donc aussi le par Beaumarchais, voire les par chansonniers, Voltaire, les pamphlétaires. Par les pamphlétaires, par Beaumarchais, par Voltaire également. Donc une forme d'ironie et de distance par rapport aux politiques. On est à la fois un peuple très sérieux et puis un peuple qui, à un moment donné, est capable de faire preuve de distance par rapport à l'exercice du pouvoir, ce qui rend d'ailleurs beaucoup plus difficile l'exercice du pouvoir. Donc élément très important de l'ADN identitaire au sens noble français de cette conscience. Être français, c'est aussi un état d'esprit. C'est pour ça que la question des caricatures est essentielle. Elle dit quelque chose. On constate, Arnaud Benedetti, nous qui cherchons depuis quelques mois, quelques années une majorité, il y a une majorité de Français qui se rassemblent autour de cette conscience d'une fierté nationale. Ils le sont à différents degrés, mais ils sont très majoritaires. Ça dépasse la totalité des clivages politiques. Est-ce que vous pensez que pour l'avenir de la France, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de l'école, de tout ce qui fait qu'on aime être français, est-ce que cette conscience nationale va pouvoir un jour se rassembler autour d'une personnalité, d'un individu, d'une idée, d'une vision de la France? Aujourd'hui, on est totalement à poil, passez-moi l'expression. Est-ce que vous gardez l'espoir, vous l'observateur, qu'il y aura un jour quelqu'une ou quelqu'un ou quelque chose qui fera que cet amour de la France, cette conscience de la fierté française se rassemblera dans un projet politique? Alors là, vous faites référence à une figure qui est une figure politique classique de la vie politique et de l'histoire politique française. On en a eu quelques-unes. C'est la figure de l'homme ou de la femme providentielle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de France est aussi scandée par un certain nombre de grandes personnalités qui vont... De Jeanne d'Arc à De Gaulle. De Jeanne d'Arc à De Gaulle, et même on peut peut-être remonter un peu avant, avec un certain nombre de nos rois, qui sont finalement des personnalités qui permettent de rassembler et de dépasser les clivages. Mais le problème de la France, c'est que si vous voulez, je dis c'est un peuple politique, parce qu'en effet, il y a l'État, mais n'oubliez pas une chose, ce qu'on oublie trop souvent, qui a inventé la droite et la gauche ? Qui a inventé la droite et la gauche ? C'est la France.
C'est la révolution. Le concept de droite et de gauche. Le concept de droite et de gauche. Qui est d'abord une répartition au Parlement, vous êtes d'accord? Entre ceux qui, je veux dire, considèrent qu'il y a un droit de veto ou pas du roi. Oui, j'y ai pas pensé, ça. La droite et la gauche est une invention française. Alors, c'est d'ailleurs ce qui rend difficile le rassemblement. Parce le Parlement anglais, c'est en face, hein, c'est travailliste. Enfin, là, voilà, mais ces notions-là sont des notions qui naissent dans une culture politique, et la culture politique française. Dans le Denis Camembert. Donc, la question est de savoir si aujourd'hui, il y a des possibilités de rassemblement. Finalement, Emmanuel Macron a essayé de le faire d'une certaine manière, le en même temps. Oui, Giscard sauf aussi. que la difficulté du en même temps, c'était un en même temps qui était au service d'une seule vision, d'une vision exclusive. De Gaulle y est arrivé en partie. Et De Gaulle y est arrivé, mais De Gaulle avait une vision, mais une vision qui s'efforçait malgré tout de ramasser les morceaux. Bon, docteur Benedetti, diagnostic. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce que les conditions se réunissent pour qu'un jour, cette fierté française devienne un projet national? Alors, vous savez, je crois qu'il faut éviter toute prospective hâtive. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde encore une fois l'histoire politique de la France, c'est qu'elle est capable de se transcender et de se réformer qu'à partir de moments de rupture. C'est notamment entre 1958, qui est très intéressant, ou la Libération, qui sont des moments très importants dans notre vie politique contemporaine. Est-ce qu'on est à ce moment de rupture? Mais pour qu'il y ait le moment de rupture, il faut aussi à un moment donné qu'il y ait une offre politique qui soit là pour pouvoir recueillir ce désir de rupture. Est-elle là? Je n'en sais rien. Arnaud Benedetti, vous viendrez nous reparler du sursaut qui est en train de se préparer probablement, cette étude l'indique, et puis on se réjouira de savoir si c'est fait ou si c'est pas fait. Merci d'avoir été avec nous, Arnaud Benedetti. Voilà, moi je vous dis à demain, je vous laisse dans les bras de Brigitte Lahaye, et puis on se retrouve pour la suite de La France dans tous ses états. Merci, à très vite.